je pense que c'est générationnel. Ceux qui sont là, les millennials, c'est là, comme on dit là en anglais, mais en gros, nous, enfin, s'il n'y a pas de meaning dans le travail, quoi, s'il n'y a pas vraiment de pourquoi, on n'est pas trop motivé. Et puis, en gros, le modèle du métro, boulot, dodo, tu fais des belles études, etc. Point pas pour bosser dans une boîte, une grosse boîte. Bah, il y en a beaucoup et puis j'ai beaucoup d'amis qui ont un peu switché comme moi, tu vois. Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Mathieu de Superroute. Mathieu a commencé comme investisseur immobilier en location courte durée avant de développer un logiciel SaaS pour aider les loueurs en courte durée. Il nous raconte son parcours. Bienvenue Mathieu de Superroute sur le podcast Développement Royal. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mathieu, tu as lancé une chaîne YouTube et par la suite un channel manager qui s'appelle Superroute pour aider les gens dans leur location courte durée. Tu t'es fait le fer de lance des super loueurs Airbnb de France. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Ben, enchanté, hein, Patrick, et puis merci pour l'invitation et puis plaisir partagé. Alors, j'ai l'habitude, moi, sur le podcast, on fait toujours un peu, c'est en deux parties. Les auditeurs ont l'habitude. On va s'intéresser à toi, qui tu es, comment t'es arrivé dans la location courte durée. Qu'est-ce que les gens qui te suivent déjà vont découvrir de plus parce que tu partages déjà beaucoup sur tes médias. Et puis, puis d'ailleurs, on va développer un peu tes business models, que ce soit la location courte durée, comment t'es venu ensuite à développer un channel manager, etc. Est-ce que ça te va? Ouais. Allons-y. Alors, tu as quel âge aujourd'hui, Mathieu? Donc moi, j'ai 34 ans. 34 ans et tu es originaire d'où? Moi, je suis originaire de Toulouse. T'es d'accord, ok. Et t'es de formation, je crois, t'es dans l'informatique en fait. Formation, ouais, j'ai fait informatique, je fais la fac. Et après, je fais une fac en France. Après, j'ai fait à Londres. Et après, j'ai fait un stage. Après, j'ai bossé chez IBM pendant presque 10 ans. Et puis après, je suis parti et j'ai volé de mes propres ailes, comme on dit. Et avant ça, au niveau de, t'as toujours vécu dans le sud de la France? T'as toujours été du côté de Toulouse ou pas? Toujours dans le sud de la France, ouais. Et tu viens d'un milieu qui était tech, qui était IT, comme on dit. Qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer dans l'informatique au départ? En fait, au début, je voulais aller dans l'armée. Ouais. Mais mon père, en fait, il m'a remis dans le droit chemin parce que lui, il était informaticien, donc il m'a dit ouais, c'est bon, laisse tomber, va plutôt dans l'informatique. Donc, je l'ai écouté, puis avec le recul, c'est pas plus mal, tu vois. Et puis du coup, voilà, j'ai enchaîné sur des études informatiques. Après, je suis parti dans des stages, entreprises, les boulots, le CDI, et puis c'est comme ça de fil en aiguille, tu vois, que ça s'est fait, tu vois. Entré dans la rat race. Il y a des informaticiens à l'armée pour ceux qui nous écoutent. Aussi, ouais. T'as pas eu un moment d'hésitation, t'as pas failli bifurquer l'informatique à l'armée? Non, alors, mais à l'époque, mon père, il était assez assez convaincant, quoi, tu vois. T'as pas osé défier l'autorité paternelle. Ouais, puis après, ça me plaisait aussi l'informatique, hein, parce que je suis un geek aussi. Donc, moi, à l'époque, je passais mes journées devant l'ordi, à coder des trucs ou à jouer, tu vois, Counter-Strike, Age of Empires et tout, tu vois. Donc, ouais, old school pour ceux qui connaissent pas. ouais. Ok, ça marche. T'as des frères et sœurs, du coup? Ouais, j'ai une sœur, ouais. J'ai une Plus petite jeune, sœur. plus âgée? Ouais, j'ai une Ok, petite sœur, ouais. ça marche. Tu en parles pour les gens qui te connaissent, je rentre dans le vif du sujet, sur le fait que tu as voulu aider tes parents en fait à un moment donné et que c'était le fait de te créer des revenus complémentaires et que c'est comme ça qu'en fait que tu es arrivé au début de l'investissement immobilier. Tu peux nous raconter un petit peu le switch de OK, je réussis mes études d'informatique, ça se passe plutôt pas mal, marché porteur, j'imagine, tu trouves assez facilement du boulot. T'es sur les rails, t'as la figure paternelle là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que Matt devient investisseur? En gros, pour resituer, pour bien comprendre en fait le pourquoi du comment,
En fait, si tu veux, mes parents, donc, ils viennent de Madagascar. Et en gros, ils ont tout laissé pour aller en France. Et en gros, ils se sont sacrifiés pour que moi et ma sœur, en gros, on fasse des études. Donc, pour eux, leur objectif, c'était que, voilà, on ait un bac plus 5, cadre sup, et puis qu'on fasse, en gros, ce qu'ils n'ont jamais fait, en fait. Donc, ils sont plus ou moins sacrifiés pour ça. Donc moi je les ai vus galérer, etc. Enfin, je te passe les détails et puis du coup c'est aussi pour ça que après j'ai enchaîné sur ces études-là parce que enfin j'ai vu que c'était important pour eux et que en gros ils souhaitaient faire parce que moi je viens donc d'un milieu tu vois qui est modeste et puis du coup donc après j'ai fait en gros j'ai fait ce que implicitement, il souhaitait que je fasse, tu vois. Donc, c'est-à-dire faire des grandes études, avoir un boulot stable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une fac en France, après à Londres. Après, j'ai fait un stage chez IBM. J'ai enchaîné derrière sur un boulot en CDI. Donc, moi, j'étais développeur. Donc, j'étais la petite main, tu vois, qui codait et tout, tu vois. Donc, j'ai fait ça pendant plein d'années, etc., sur différents types de projets en France, à l'international. Donc, j'ai vu vraiment de A à Z comment est-ce que tu construis un projet from scratch, mais pas le petit projet, un site web en PHP, etc. Non, là, les gros projets qui englobent beaucoup d'équipes, etc. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça m'a formé, donc je me suis acculturé. Et après, j'ai vu au bout de 10 ans, etc., que mes parents, ils galéraient toujours un peu. Enfin, moi, après, je dépensais pas beaucoup, mais j'étais pas en mode clubbing et tout à ce que je gagnais bien ma vie. Je gagnais 3 000 euros par mois, tu vois. Donc, ça, c'est très, très correct, même c'est bien. Mais au bout d'un moment, voilà. Enfin, et après, je pense que c'est générationnel. C'est, je pense, ceux qui sont là, les millennials, là, comme on dit là en anglais, mais en gros, nous, s'il n'y a pas de meaning dans le travail, quoi, s'il n'y a pas vraiment de pourquoi, on n'est pas trop motivé. Puis, en gros, le modèle du voilà, métro, boulot, dodo, tu fais des belles études, etc. Point pas pour bosser dans une boîte, une grosse boîte. Il y en a beaucoup et puis j'ai beaucoup d'amis qui ont un peu switché comme moi, tu vois. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder des trucs sur Internet. J'ai regardé, à l'époque, il y a longtemps, et du coup, je regardais C'est ce que j'allais dire, et excuse-moi, je te coupe, mais c'était vers quelle période, en fait, vers quelle année tu t'engages cette réflexion de commencer à regarder ailleurs? franchement, ouais, au début, c'était peut-être en 2014, tu vois, où je commence déjà à essayer de regarder. Donc, je passe 1 an, 2 ans, mais sans forcément passer à l'action, tu vois. Donc, j'étais plutôt en mode spectateur. Et je regardais des Américains, je regardais en France à l'époque, il y avait qui? Il y avait Cédric Anissette, que j'étais même allé, parce que j'avais fait un de ses programmes sportifs et j'étais allé le voir et tout. Donc bon, maintenant, il est loin, tu vois, mais et du coup, c'est comme ça. Cédric, si tu nous écoutes, hein, tu passes sur le podcast quand tu veux, hein. S'il y en a qui le connaissent, n'hésitez pas à lui passer le mot. Et du coup, c'est lui qui m'a inspiré, qui m'a donné un peu l'étincelle, on va dire. Et après, de fil en aiguille, voilà, je continue mon truc. Mais pour l'instant, j'avais pas lancé de business, donc j'avais lancé plein de petits trucs. Tu vois, à un moment, je m'étais lancé dans la salsa. J'avais voulu créer une application qui répertoriait toutes les soirées pour ensuite contacter bref. Et lui, d'ailleurs, quand j'étais allé le voir, il m'a dit, ouais, non, laisse tomber des idées comme ça marchera pas. Il faut que tu apprennes des choses aux gens. Et sur le coup, moi, j'étais un peu têtu parce que je suis un peu têtu, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est bon, ça marchera. Et au final, ça n'a pas marché parce que c'est bien trop compliqué, quoi. Il avait entièrement raison, tu vois. Et puis comme ça, de fil en aiguille, j'ai lancé plein de petits projets, mais enfin, ça n'a pas vraiment vu le jour. Mais avec le recul, ça m'a permis, on va dire, de me former, tu vois, en marketing, copywriting, tunnel de vente, business en ligne. Et puis après, je suis tombé sur l'immobilier, où là, j'ai commencé à voir un peu ce qui se faisait. Et là, j'ai commencé au bout d'un moment, j'en avais marre, donc j'ai commencé à chercher. Et je me suis lancé sans forcément, tu vois, me former. Parce que je me suis dit, voilà, je pensais que j'étais plus intelligent. Plus malin que les autres. Voilà.
Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, s'ils y arrivent, je vais y arriver. Donc, j'ai cherché. Au bout d'un moment, j'en avais marre de chercher. Puis, j'ai vu un appart, il était au cinquième sans ascenseur. Il avait l'air bien sur le papier, tu vois. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, allez, j'en ai marre de chercher là. Mais c'est bon, au pire, si ça marche pas, je le revendrai. Mais au moins, on passe à l'action, tu vois. Et donc, j'ai acheté ça. Et puis après, je me suis lancé dans la courte durée. Et puis là, c'est là où les ennuis ont commencé. Ma pire réservation de toute ma vie, c'est la première. C'est la première que j'ai eue, en fait. T'étais quoi? T'étais sur une vraie anomalie du marché ou tu t'es juste emballé sur un truc? Non, après, franchement, j'ai vu l'appart. Il m'avait l'air bien. Et puis, enfin, bien dans le sens où il y avait du potentiel. En gros, j'avais vu plein de vidéos sur YouTube. Et en gros, bah, il fallait faire, plus tu fais des travaux, mieux c'est, quoi. Et donc, lui, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de travaux. Et donc, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. On Banco. va faire ça, banco. Et puis après, je me suis dit, au pire, qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas? Je vais perdre quoi? Allez, 10 000 euros, je vais le revendre. Et puis, c'est bon, quoi. C'est pas la fin du monde, tu vois. T'avais quel âge à ce moment-là? Je crois que j'avais, tac, 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 je devais avoir, ouais, 20, c'était quand? C'était en 2000, je crois que je l'ai acheté en 2000, 2014, ouais, de mémoire, hein. Ça commence à faire, là. Je crois que c'était à 2014, ouais, c'est ça. Ouais, 2014. 2021. Ta situation à ce moment-là, c'est quoi? T'es salarié, tu fais tes 3K par mois, t'es Ouais, là, locataire ma à côté? situation, j'étais en CDI, mes 3 cas par mois. Voilà. Location? Non, 3 cas par mois Oui, mais de. t'étais en location, toi? Ouais, moi, j'étais en location, ouais. Et Donc, tu t'es pas dit résidence principale. T'as eu ce mindset déjà à ce moment-là? non, non, parce que j'avais épluché aussi. Enfin, je regardais, comme je te l'ai dit, je regardais Ouais. plein de vidéos YouTube et tout. Enfin, là, en fait, j'avais déjà compris les bases, etc. Parce que franchement, aujourd'hui, enfin, avec tout ce qu'il y a sur YouTube, alors maintenant, là, en 2021, je pense que ça, il y a moyen de, de s'en sortir. Mais à l'époque, tu sais, le fait de résidence principale ou autre, ça, j'avais déjà capté que voilà, c'était une mauvaise idée, etc. Ça, c'est Enfin, mauvaise idée, pas on va dire, idée pas optimisée, quoi. ouais, pas optimisé pour quelqu'un qui veut se créer des revenus passifs Ouais, rapidement. ok. Euh, ok. Le, comment tu t'en viens à faire les séminaires? Donc c'est pareil, tu les vois tu vois le mec sur YouTube, machin, etc. Tu suivais son programme sportif et ça t'a donné l'envie d'y aller. Ça t'a aidé d'ailleurs ce fait de rencontrer les autres, de te fédérer, etc. Ça, tu penses que c'était un truc déclencheur dans ton passage à l'action? Ouais, parce que tu te dis, ça, ben, si lui il y arrive, pourquoi pas moi, tu vois. Ouais, Donc, c'est sûr. et en plus, quand tu le rencontres, tu vois que voilà, bah, il est comme toi, quoi. Du coup, après, enfin, on se remet en question et puis on se dit, bon, en fait, on prend la pleine responsabilité, on va dire, de De son ses réussites ou de ses échecs, ouais. Ouais. échec. Et puis, en gros, après, bon, bah, comme on le dit, hein, enfin, il y a un moment, faut y aller, quoi. Et puis, voilà, bah, le moment était arrivé, tu vois. Bon, là, c'était 2014, tu fais ton premier investissement. Derrière, t'en feras, je crois, un deuxième, si je dis pas de bêtises, parce que fort de Ouais, et la réussite du après, premier. ouais, et après le premier, bah, je l'ai fait. Après, c'est sur le premier, on va dire Tu t'es que fait j'ai les essuyé dents. les plâtres et que j'ai commencé à. En gros, j'ai mis à profit mes compétences d'informaticien par rapport à toutes les problématiques que j'avais, tu vois. Donc, c'est là où j'ai commencé à. Bah, j'utilisais des systèmes tiers, tu vois. Et c'est là où je commençais à voir les limites. Et plutôt que de me plaindre, etc., je me suis dit, bah, pourquoi pas créer. Enfin, et là, je me suis fait des petites applis, tu vois, des trucs comme ça. Et après, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à industrialiser ça. Et en parallèle de ça, bah, enfin, je suis allé voir le banquier, j'ai montré les chiffres, etc. Il m'a refinancé. Et après, en parallèle de ça, bah, j'ai commencé on va dire, à présenter ça à tu vois, un ami qui faisait de la LCD aussi. Il m'a dit, putain, mais c'est super là, ton petit outil, etc. Machin. Et donc, et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait Un potentiel. ouais, un potentiel business autour de ça, dans le sens où je voyais que tu vois, les applis existantes, bah, elles suffisaient pas. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, Supero t'es né, tu vois. Ouais, parce que c'est marrant, t'as tout de suite eu l'envie, en fait, de venir combler, t'étais câblé, on va dire, dans le côté un problème, une solution. Je veux mettre du code, tu mettrais du code même pour faire cuire ton œuf à la coque, quoi. Donc, ça serait un peu ça, quoi, l'idée. Donc, t'as voulu tout de suite pallier au truc. Euh,
À ce moment-là, tu es salarié 2014, donc 2015-2016, tu fais avec les outils tiers, tu refais le deuxième achat, le deuxième financement, etc. Moi, Euh, je reste toujours salarié. ouais. Tu Salarié à développes cette... ton truc, ouais. Tu crées Superhot en fait comme un side project, on va dire. Tu crées ça sur ton temps libre, tu développes le truc comme ça. Ouais, exactement. C'était un side project à côté. Et puis, bon, voilà, bah, ça Tu t'es dit, avançait. je tiens le produit scalable, SaaS, un peu le projet. Oublions la salsa. Là, je tiens peut-être un truc, quoi. Ouais, là, c'est. Après, pour être honnête, à l'époque, j'avais pas la vision que j'ai maintenant, mais je me disais quand même que, en gros, moi qui voulais toujours lancer un business en ligne, je me suis dit, purée, là, Je suis dans là, le bon credo. ça répond à un problème. En gros, il y avait c'est comme s'il y avait toutes les étoiles qui étaient alignées, tu vois. Ouais. Là, je me suis dit, T'as commencé d'abord, arrête-moi si je dis une bêtise, mais t'as commencé d'abord par distiller tes conseils au sein de la chaîne YouTube et ton premier business model a été la vente de formation. exactement, ouais. Donc j'ai commencé à distiller tout ça sur YouTube, créer la communauté. Après, j'ai lancé une première formation où en gros j'avais expliqué ce que j'avais fait. Et la formation, je l'avais créée avec les personnes. C'est-à-dire que chaque semaine, Ouais, voilà, le classique. Tu dis aux gens, voilà, rejoignez le programme et je vais bâtir ce programme vraiment sur vos attentes et vos questions, les modules, on va dire, optimisés, notamment pour ceux qui rejoignent, on va dire, avec le pricing bêta-testeur, entre guillemets, vous allez, entre guillemets, essuyer les plats, il va falloir être patient, mais vous aurez un produit, on va dire, à la carte presque. exactement, ouais. Et puis c'est là que du coup, enfin, ça s'est bien passé. Puis après, de fil en aiguille, j'ai amélioré tout ça. Tu vois, c'est comme ça que. Et du coup, ça s'est tellement bien passé, t'as acheté une Lamborghini. Non, 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 pas trop. Le fameux cliché du formateur qui achète derrière une Lambo. Donc non, c'est marrant. C'était un petit pied de nez à tous ceux qui parfois critiquent aussi le fait de faire de la formation en ligne. Bon, il y a des travers de la formation en ligne, mais faut pas jeter comme je dis souvent, le bébé avec l'eau du bain, quoi. Il y a tout dans ce milieu. C'est justement aussi suite à la formation que t'as switché, en fait, après, tu t'es dit, non, mais en fait, c'est l'outil plus que la formation que je veux, qui est important pour les gens. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la formation initiale, j'utilisais un outil tiers. Et je On peut le partageais citer, ça. on peut le citer, hein, Ouais, c'était Bets ouais, 24. voilà, c'était Bets24. Et voilà, je le partageais. Enfin, en gros, le truc, c'était une usine à gaz et ça l'est toujours. Et il fallait, en gros, limite, une formation pour le maîtriser. En plus, ça, c'était déjà pour, on va dire, optimiser tout l'aspect opérationnel, en plus de comment avoir plus de réservations, etc. Et en gros, et c'est là que, avec le recul, enfin, j'ai compris qu'en fait, moi, je suis pas un. Enfin, franchement, trouver des apparts, aller les chercher, c'est pas ce que je kiffe à fond. Moi, ce que je kiffe, c'est l'informatique. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse vraiment quelque chose que. Ta zone de génie, hein, ce qu'on appelle souvent la zone de génie, c'est-à-dire que faut pas aller chercher des fois à se faire mal dans des trucs où on n'est pas légitime ou compétent. Ou toi, ta zone de génie, c'est l'informatique, c'est ce qui te plaît et du coup, c'est là où tu performes, quoi. Exactement. Et c'est là, à partir de là, où j'ai commencé, en plus de la formation, à créer des MVP, tu vois, enfin, un mashup. En fait, j'avais créé plein d'outils. Après, j'ai commencé à les rassembler. Et puis, il y a eu voilà, plein de petites versions, l'outil page, enfin, ça, c'est les anciens là qui se reconnaîtront, quoi, s'ils écoutent le podcast. Et en gros, petit à petit. Il y en a, c'est sûr, t'inquiète pas. Il y en a qui te suivent depuis longtemps, comme moi. Boum! Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai créé, ça c'est petit à petit, ça s'est créé. Après, j'ai commencé à recruter. D'ailleurs, j'ai fait pas mal d'erreurs dans les recrutements pour m'épauler, parce que en gros, imagine, ça c'était en parallèle toujours de mon taf. Et puis après, petit à petit, tu vois, ça s'est construit. Et puis voilà. Ce côté itératif du logiciel et de la création, pour ceux, tu sais, t'as souvent ces discussions quand tu croises des mecs qui sont pas forcément d'ailleurs de l'IT, qui disent oh putain, j'ai la super idée d'application dans les tiroirs, le truc qui va casser le marché, qui va enterrer Google, je suis le futur Steve Jobs, etc.
pour nous raconter un petit peu l'envers du décor, ce côté itératif d'un mec qui sait faire les choses. Ça prend combien de temps de créer un outil comme ça entre les X versions que tu as faites, l'affinage, le développement du truc, ça a pris combien de temps comme ça en parallèle de ton job? Bah, franchement, ça a mis des années, hein. Des années, dans le sens où, en fait, si tu sais coder, etc., tu peux créer un MVP ultra rapidement. Alors MVP, produit minimum viable, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas la terminologie, et ça fait référence notamment au livre, je crois que c'est Fast Lane Millionnaire en fait, hein, avec cette notion de fais un truc tout de suite plutôt que de le développer pendant 10 ans avant de le tester avec ton marché, quoi. Exactement. Bah, en gros, le retour d'expérience que moi je peux faire, c'est si tu t'y connais en informatique, effectivement, tu peux lancer en gros une version entre guillemets bêta assez rapide, mais je me suis aperçu et je m'aperçois là aujourd'hui que, on va dire, c'est, enfin, tout seul on va plus vite. C'est vraiment ça, c'est tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin dans le sens où, bah, quand tu as la tête dans le guidon, si c'est toi qui code, tu fais souvent des choses par rapport à toi, ce que tu as envie de faire, mais pas forcément ce que les gens veulent. Or, moi, tu vois, c'est des trucs ultra techniques où je vais chercher des fonctionnalités style ouais, tu détectes le bruit, les nuisances sonores, température. Enfin, en gros, c'est un peu trop advanced pour un commun des mortels et voilà, qui fait par exemple de la courte durée tout court. Et avec le recul, si tu es accompagné par une personne qui, en plus de toi, qui est à côté et qui, on va dire, a la tête hors du guidon et qui a une vision un peu plus business, bah, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite au niveau bon, en gros, pas du financement, mais je veux dire, le fait que tu vas vendre, entre guillemets, cette appli, qu'elle va cartonner, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi sur ça, le fait de le faire à plusieurs plutôt que de le faire tout le temps seul. Après, souvent, ça va être la vision que tu as. Enfin, au début, il y a une question de coût aussi, de coût non compressible, et peut-être que parce que tu avais déjà des recettes, que ça soit de tes locations, que ça soit de tes premières versions de produits ou de tes formations, c'est peut-être aussi ce qui t'a permis de te donner de l'oxygène et de la trésor pour monter une équipe. Donc, c'est toujours intéressant. Mais ça fait partie. Enfin, je dis souvent, moi j'ai cette expression, je dis souvent aux gens, Jeff Bezos, il vient pas livrer ton colis en fait. Tu Mm. vois, il a fait plein de trucs, mais je suis pas sûr qu'il ait déjà livré des commandes. J'ai un doute. D'ailleurs, si les auditeurs savent si Jeff Bezos a livré des commandes ou s'ils ont une photo de Jeff Bezos avec un colis, mais pas une fake news, hein, une vraie photo de lui de 1982, tu vois, je veux bien la photo. Moi, j'ai que celle où il est dans son garage. Euh, tu parlais des erreurs dans le recrutement. T'as recruté quoi? T'as recruté exclusivement en France? T'as recruté à l'étranger en mode Après, ouais, j'ai fait, je pense que ce que la majorité des gens font, bah, j'ai essayé de trouver, tu vois, des outsourcé? freelances, ouais, sur Internet, etc. Et en fait, au début, vu que j'avais pas énormément de moyens, entre guillemets, bah, j'ai essayé de trouver des gens pas trop chers, tu vois. Et finalement, ça m'a coûté très cher. Parce que quand j'ai commencé à outsourcer, j'avais commencé bah, tu vois, les personnes, je les payais chaque mois, etc. Même si j'étais développeur, le problème, c'est que moi, j'avais toujours mon taf à côté. C'était difficile après, tu vois, de voir ce qui se passe, regarder vraiment ce qu'il y a dans le code, regarder ouais, ce qu'ils font au niveau de la base de données, comment est-ce que tout est architecture. Enfin bref, c'était Tu pouvais pas contrôler en fait l'ensemble des éléments du process, quoi. Tu devais faire confiance en fait dans ce qu'ils faisaient, ouais, quoi. exactement. Et c'était un peu trop compliqué. Enfin, et au final, en fait, la première version que j'avais faite en mode un peu industrialisé, j'ai dû la jeter en fait. Et du coup, j'ai perdu presque 50 000 euros, tu vois. Donc, ça, c'était en gros, là, la leçon que j'ai retenue, c'est que le pas cher finit par coûter cher et vaut mieux. Comme dans les travaux, Ouais, voilà, c'est exactement ça, quoi. Mais là, pareil, enfin, c'est les vieux réflexes, hein, tu vois. C'est toujours essayer vu que de j'aime bien gratter. milieu modeste, on essaie d'économiser, etc. Mais après, j'ai compris.
pourquoi, enfin, tu vois, je me disais, parce que je bossais, tu vois, dans des grosses boîtes, et je me disais, putain, mais ils nous paient combien? Enfin, enfin, la boîte nous facture combien à la journée, tu vois? Enfin, il y en a qui, c'était 600, 800, 1000 euros, 1500 euros la journée, quoi. Ouais. Et enfin, moi, ça me semblait fou, tu vois. Et en fait, maintenant, avec le recul, je comprends parce que, enfin, on va dire, les genre, un bon développeur, il peut faire le taf de peut-être aller 5-6 développeurs en même temps, tu vois. Ouais, et puis aussi, ce tarif jour, il prend la variance, quoi. C'est-à-dire, il prend les périodes de pas de contrat annulé, retard de paiement. Enfin, il faut tout enfin, en gros, ils sont sûrs de verser un salaire ou à leur dev, alors que le client, bon, bah, il y en a pas, bah, le salaire est versé quand même. Donc, faut que le coût journalier couvre aussi cette variabilité de l'activité. Euh, Combien ça coûte alors de faire un logiciel de qualité type super haute? Enfin, je veux dire, c'est très variable. Une application ou un logiciel qui fait lampe sur téléphone va pas prendre autant de temps. Mais pour des gens qui sont pas du métier, c'est quoi les ordres de grandeur en fait tout à l'heure, tu disais, t'as pris une ardoise de 50 000. C'est refaire le truc de A à Z, ça prend. Moi, j'avais cette notion, on me disait. Une équipe de 4-5 personnes qui te fait un logiciel un peu complexe, ça prend facilement un mois et ça vaut facilement dans les 40 000 euros, quoi, à peu près, c'est cet ordre de grandeur. Bah après, moi, les 50 000, il y avait quoi? Il y avait trois développeurs. Et en gros, c'était une première version, mais je crois qu'ils avaient bossé ouais, peut-être 2 mois et demi, peut-être dessus, tu vois. Ok. Ouais, 3 mois, je pense qu'ils avaient bossé dessus. Mais clairement, enfin, j'ai dû jeter ça. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, là, j'ai justement avec mon comptable, on faisait le bilan là, depuis tout le début, là, tout ce que j'ai dépensé. Putain, je suis tombé de ma chaise, quoi. Et après, enfin, presque plus d'un million, quoi. Putain, c'est là, je vu Vache. enfin, en cumulant toutes les dépenses Ouais, que j'ai ouais. au commencement, enfin, je me suis dit, putain, mais c'est abusé, quoi. J'aurais dû garder le pognon. Et c'est là que je me suis dit, et là aussi, c'est, je pense, c'est là où vaut mieux réfléchir. Et je comprends maintenant, en fait, je comprenais pas, tu vois, dans les projets informatiques, pourquoi ils font un peu des phases de conception, ils réfléchissent bien. Parce qu'en fait, le problème que j'ai eu, c'est que vu que je le faisais en itératif, bah, parfois, ce que je faisais, je jetais, tu vois. Donc, en fait, ça servait à rien. Donc, tu vois, c'est comme si je balançais, tu vois, 1000, 5000, 10 000 euros comme ça, et puis, Ah ouais, enfin, des coûts de développement, des features en fait que tu développais et tu disais, mais en fait non, c'est de la merde, ça servira à rien, personne va l'utiliser. ouais, ou limite, ouais, voilà, c'est personne l'utilise, ou au final, ah ben non, merde, on s'est trompé, on n'a pas assez réfléchi, il faut faire un refactoring, donc on refait, machin. Et puis là, enfin, là, moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, mais comment c'est possible que si j'avais vu ça depuis le début, j'aurais optimisé. Mais bon, après, je me suis dit, bon, bah, ça fait partie de l'aventure, quoi, et puis, Hmm. c'est des. C'est des leçons. Justement, ça me fait rebondir là, ça fait partie de l'aventure. C'était itératif, ça l'est plus. T'as quitté ton boulot pour t'occuper 100% de Superhot, du channel manager. Exactement, ouais. Bah, du coup, bah là, je suis à fond dessus. Mon objectif là, c'est bah, vraiment développer ça, être leader numéro 1 en France, développer ça à l'international. Et puis ça, bon, tu peux pas le faire. Il y avait une vidéo de Grant Cardone qui m'avait marqué. C'est un Américain, tu vois, qui fait du marketing, etc. Et en gros, il disait, euh, genre, tu veux traverser, mais tu peux pas avoir les pieds des deux côtés du trottoir, tu vois. Si je traduis ce qu'il disait, tu vois, il disait ça. Et en gros, ça voulait dire que, bah, il y a un moment, tu es obligé de switcher. Tu peux pas rester dans ton travail et vouloir développer une grosse boîte à côté, tu vois. Donc après, bah, j'ai switché et puis c'est là que tout est assez accéléré, en fait, hein, parce que là, bah, en gros, j'étais full-time dessus. Puis là, je pouvais vraiment tout contrôler, tout mettre en place, commencer à recruter, améliorer la formation, améliorer l'outil. Et puis c'est comme C'est ça. quand la bascule là en termes de date, en termes de moment? C'est quoi le timing de cette bascule en fait, le Moi, moment où tu prends? moi, j'ai basculé en 2018. 2018, ouais. C'est quoi? C'est les revenus de ce qui existait, de ce que tu avais mis en place, IMO, formation, première version, etc., te permettaient de te dire je bascule à peu près serein ou Ouais, t'as... en fait, moi, j'ai fait une rupture conventionnelle, tout simplement.
Mhm. Et puis ensuite, voilà, en gros, Tu t'es je dit, me c'est suis parti, j'ai 2 ans pour cartonner, quoi. ouais, voilà, ouais, j'ai 2 ans pour moi. Je pense que comme beaucoup de gens se lancent, et puis ensuite, voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait. Et puis après, c'est comme ça que ça s'est construit, tu vois. Et après, je pense que c'est une bonne chose, hein, franchement, franchement, on a beaucoup de chance en France de pouvoir faire ce genre de truc. Et puis, Est-ce que ça changera? Je sais pas. on verra, hein. Et quand tu as fait aussi, parce que même si c'est fait comme, effectivement, comme tu dis, une des façons assez courantes de procéder par pas mal de personnes qui lancent quelque chose ou qui décident de se consacrer à plein temps à quelque chose qu'ils ont lancé précédemment, tu avais quand même ce côté plan à 2 ans, tapis de près de trésor, tu avais fait un peu tes dépenses, tes revenus, tes besoins journaliers, tu t'étais dit, OK, voilà, j'étais à 3K, mais avec 2, ça me suffit et j'ai, je sais pas, 24K devant moi. Enfin, tu avais fait un genre de calcul un peu comme ça ou tu as été beaucoup plus pragmatique, le plus rapide en fait à prendre cette décision? Non, là, franchement, j'ai pas calculé. En fait, je me suis dit, en fait, vu que j'avais, tu sais, mes revenus des apparts à côté, Hmm. je me disais, au pire, ça va, tu vois, je vais pas être sous un pont, tu vois. Donc, en gros, j'avais ça en sûreté. Donc, après, comment ça s'est passé? Pendant cette période, en gros, j'étais à Je mangeais que fond. des pâtes. Ah, non, ouais, j'étais à fond dessus. Puis après, enfin, moi, je Un suis pas flambeur. ouais, un flambeur, tu vois. Enfin, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, on m'a jamais vu C'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est pour ça que je parlais de la Lambo tout à l'heure. Tu vois, personne l'a jamais vu. Moi, je l'ai vu, évidemment, je peux en parler. Non, je déconne. Non, non, mais c'est assez marrant parce que c'est assez contrasté, en fait. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui communiquent, qui font un branding personnel ou qui communiquent sur leur business. Et il y a des niveaux il y a des façons de communiquer qui sont assez variables, donc c'est assez marrant. Même si j'aime bien tout en fait, c'est juste que c'est toujours marrant. Ça fait toujours l'objet de discussions et de polémiques en fait. Ouais. Euh, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement aujourd'hui un peu c'est quoi les métriques? Alors pour les gens qui connaissent pas ce que tu fais, le channel manager, s'il y en a sur la chaîne YouTube qui connaissent pas, c'est l'outil qui va permettre, notamment quand tu commences à être bon, ça peut être dès le premier appartement, mais c'est souvent dès que tu commences à en avoir deux, trois, etc., qui va te permettre de gérer les différents canaux de distribution de tes appartements, les relations éventuellement avec tes équipes logistiques ménage, ta relation avec les voyageurs, parce que c'est assez fastidieux d'aller d'une plateforme à l'autre, répondre à tout le monde, la facturation, enfin bref, toutes ces petites tâches, ces micro-tâches, mais qui sont pénibles quand tu commences à avoir plus qu'un appart. Déjà, ça peut être un peu pénible, mais quand tu en as plusieurs, ça commence vite à être une usine à gaz. Et donc, tout est centralisé dans un outil, on appelle ça un channel manager. On parle aussi de PMS, hein. Ouais. Et il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a combien, Mathieu, toi qui es dans ce business, il y a combien Ouais, j'avais fait une petite étude de marché, t'en as ouais, un peu plus de 100, tu vois. un peu plus de 100, ouais. Entre les gros et puis les petits, il y en avait à peu près un peu plus de 100, tu vois, genre 113, 114, un truc comme ça. J'avais Ah, même fait un fichier, en fait, où j'avais répertorié tout, tu vois. avec des business models très très différents. Il y en a certains qui prennent des pourcentages sur les locations. T'en as où c'est un abonnement, un prix fixe, ce qui est le cas sur le tien. Hein, on peut le dire. Hein, c'est un système d'abonnement fixe. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, tu peux nous rappeler le pricing là aujourd'hui de Superhaute. C'est quoi? Le pricing, c'est simple, c'est 67 euros par mois pour 3 appartes et 7 euros par appartement supplémentaire. Après, là, ça va évoluer parce que l'année prochaine, on va y faire évoluer le tarif, etc. Enfin, le business model. Mais en Tu gros, vas là, nous c'est prendre des commissions, Mathieu? peut-être, peut-être pas. On verra ce qui va se passer en 2022. C'est la surprise. Mais J'espère de que toute c'est pas façon, une surprise peau de banane. J'espère que c'est une bonne surprise. non, de toute façon, tous les clients en fait qui ont rejoint jusqu'à maintenant, ils vont garder les Ancien tarifs. pricing. Voilà, les tarifs. Ça va, on est sain et sauf. Mais les nouveaux, voilà, ce sera peut-être un peu différent. Ça, on y réfléchit. On y Ok, réfléchit. ok. On va pas spoil, on va attendre. C'est comme une nouvelle saison de Game of Thrones. Ah non, merde, c'est fini, il y a plus Game of Thrones. Ok. Euh, Justement sur ta part de marché, sur ta croissance, t'en es où? Comment ça se passe? T'avances à quel rythme? C'est quoi un peu les difficultés d'un gars qui lance un outil sur un marché qui est déjà mature où il y a déjà 100 concurrents? En gros, la difficulté, c'est, je pense, le positionnement. Et en gros, ce que j'ai essayé de faire, si tu veux, j'ai essayé de modéliser.
les boîtes qui m'inspiraient et qui marchaient vraiment. Donc, par exemple, Apple ou ClickFunnels, tu vois. ClickFunnels qui est un outil de tunnel de vente, et Apple, bon, bah, tout le monde connaît Apple. Et en gros, la différence, en fait, j'avais lu un livre, je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais c'est des trucs de vache pourpre, tu vois. En gros, il faut que tu sortes du lot, en fait. C'est-à-dire que il faut pas que tu sois un énième channel manager. Il faut que, en gros, tu apportes un nouveau paradigme, une nouvelle façon de faire, et que tu crées, entre guillemets, une communauté, en fait. Donc, ce que j'ai voulu faire, donc j'y ai réfléchi. Donc, c'est pour ça que j'ai listé sur ce fichier tous les concurrents, j'ai vu ce qu'ils faisaient, le pricing, les avantages, inconvénients, l'offre. Et en gros, c'était toujours la même chose. C'est oui, on automatise vos prix, vos calendriers, les messages. Et puis en gros, voilà quoi. Et après, il y en a qui sont plus ou moins user-friendly. Et en gros, c'était toujours ça la proposition de valeur. Et en gros, c'était vraiment en mode éditeur de logiciel. Donc moi, le positionnement que je me suis dit, qu'est-ce qui est important pour moi? Depuis le début, j'aime bien être, on va dire, avec les gens. Donc c'est le côté humain et aussi le côté communauté et surtout le fait de pas faire comme tout le monde, essayer d'innover pour justement et apporter une nouvelle façon de faire. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je crée un nouveau paradigme. Donc, je me suis dit, plutôt que de faire un énième channel manager, pour faire gagner plus de temps, on va pouvoir te faire gagner plus de temps, mais surtout plus d'argent. C'est-à-dire qu'en plus de gérer tes prix, tes calendriers, tes messages, tu peux savoir si tu es trop cher, pas assez cher, si tes femmes de ménage, elles ont bien fait le ménage, tu peux faire des études de marché, tu peux piloter ton équipe, enfin bref, aller beaucoup plus loin que ce que fait en gros un channel manager et se différencier. Tous ceux qui veulent créer, je pense, une startup, euh, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut le faire et j'en suis la preuve vivante. On peut lancer un truc sans forcément être backupé par des investisseurs ou autres. Tu peux lancer ça par toi-même et je pense que c'est important de se différencier, faire quelque chose de différent, créer une nouvelle façon et vraiment essayer de se différencier de la concurrence, tu vois. Et en gros, par rapport à ça, pour répondre à ta question, vu que j'ai fait ça par tâton, dans le sens où je testais, je regardais la réaction du marché, etc. Et aussi parce que le marketing, c'était moi qui le faisais. Vu que je suis pas vraiment un expert en marketing, du coup, j'avançais doucement en fait. Et ce qui se passe, c'est que en gros, j'étais plutôt focus sur comment construire l'outil, mais pas sur comment le vendre et le déployer à fond, tu vois. Ce qui fait que j'ai pris un peu le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai voulu essayer de construire quelque chose de bien, de stable pour ensuite le marketer. Là, je suis aujourd'hui dans la phase de marketing. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps par rapport à ça. Si je m'aurais été fait accompagner, j'aurais délégué entre guillemets la partie marketing, on serait allé beaucoup plus vite par rapport à ça, tu vois. Tu serais allé plus vite, mais est-ce que tu n'aurais pas aussi perdu des gens en chemin en décevant par rapport aux attentes, par rapport aux gens qui, tu vois, c'est un peu le revers parfois dans certaines, par exemple, formations où les gens font la formation après l'avoir vendue, où tu as un taux de décrochage, un taux d'insatisfaction ou un taux de demande de remboursement qui peut être plus élevé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tendance à dire qu'un client, c'est difficile à capter. Moi, j'ai une conciergerie et tu vois, je me dis aujourd'hui, moi, je suis client Superhaute depuis peu. J'ai pas encore testé toutes les fonctionnalités, mais et j'étais avant client Bets24. Donc, je suis bien placé pour en parler. Je me dis, tu vois, si le truc avait pas été assez mature, est-ce que, tu vois, est-ce que c'est vraiment une erreur? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de, tu vois, il y a un juste milieu entre lancer un produit minimum viable, mais tu as quand même un risque de déception et donc que les gens switchent et repartent dans un autre logiciel parce que tu vois, comme tu dis, il y a 100 concurrents, donc les capter, les conserver, ça doit être aussi un challenge, quoi. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai ce que tu dis. Et puis, et en plus, il y a le fait que, en général, le business n'est que le reflet de son fondateur, en fait.
C'est-à-dire que j'ai remarqué moi, je suis un peu bordélique, on est souvent au lendemain, tu vois. Et en gros, le business, j'ai remarqué, et je l'ai même vu au niveau du chiffre d'affaires, on va dire, il a augmenté en fonction de moi, comment est-ce que j'évoluais, tu vois. Bah, si tu regardes des vidéos de moi, genre il y a quelques années, genre j'étais littéralement obèse, tu vois. Et le fait de remettre en question, de travailler sur mon mindset, le sport, etc., bah, en fait, le fait d'améliorer, de moi m'améliorer, bah, ça a amélioré en fait le business aussi, tu vois. Quel est, euh, quel est aujourd'hui ton objectif? Donc, tu l'as dit, la France, l'Europe. Euh, tu closes là les deals avec des entretiens, des démonstrations, etc. Tu as combien de personnes maintenant qui travaillent avec toi? Combien de personnes qui s'occupent de passer les entretiens, etc. C'est quoi un peu aujourd'hui l'écosystème Super Haute? Bon, aujourd'hui, Super Haute, on est 25 dans l'équipe. Donc, il y en a qui sont en CDI, des freelance. Il y a, en gros, comment est-ce qu'on est organisé, si tu veux. Donc, il y a moi, le CEO. Après, tu as un pôle sales, un pôle marketing. Après, tu as les développeurs. Aujourd'hui, il y a 6 développeurs à plein temps. Et ensuite, tu as une équipe Customer Success où tu as Aurélien et Charlotte qui s'occupent. En gros, c'est sur 3 niveaux. Donc, Aurélien et Charlotte qui sont sur le niveau 1, qui vont répondre aux clients, essayer d'apporter de la réactivité. Après, en dessous, il y a 6 coachs. Donc, c'est des anciens clients à moi qui bossent avec moi maintenant et qui accompagnent les clients. Parce qu'on propose un outil, mais à côté de ça, on fait des accompagnements. Et après, il y a Céline qui s'occupe de tout l'aspect, on va dire, administratif. Donc, en gros, voilà comment est-ce qu'on est organisé. Puis voilà, bon, ça avance. Hein, on est une petite équipe, mais je pense que c'est bien de garder ce format-là dans le sens où ça permet d'aller vite et de faire aussi les choses bien, même si je sais que moi, tout n'est pas parfait. Mais voilà, on s'améliore au fil du temps. Et puis, je pense qu'il y a aussi le fait que, d'ailleurs, je posais la question aux coachs, pourquoi est-ce qu'ils sont avec moi, etc. Bah, ils apprécient en gros la proximité qu'on peut avoir. C'est d'ailleurs aussi le cas avec les clients. C'est-à-dire que nous, enfin, c'est pas comme tu vois, une grosse boîte à l'américaine où, enfin, il n'y a pas trop de liens, tu vois. C'est-à-dire que quand tu rejoins Superhaute, enfin, tu rejoins une communauté, et du coup, c'est différent, tu vois. Moi, enfin, il y a des clients, enfin, je les appelle, tu vois. Je suis vraiment engagé, tu vois. Et Et ça, je ça pense se sent. on le retrouve pas, je pense, dans toutes les boîtes, tu vois. Le fait que moi, je prenne le temps de contacter les clients, etc. Parce que, enfin, là, aujourd'hui, même tu regardes ma chaîne YouTube, j'ai même plus le temps de faire des vidéos tellement j'ai des trucs à faire, en fait, tu vois. Ouais, c'est Donc, ça. Mm. là, il faudrait que je m'y remette. Hein. Mais, Et d'ailleurs, la chaîne, c'est un truc qui passionne les gens. Moi, j'étais de la première heure. J'étais dessus, je faisais boum tout seul dans, dans l'écran. Qu'est-ce que je veux dire? La chaîne, elle continue. C'est quoi les métriques de ta chaîne, même sans vidéo? Tu continues à avoir de l'afflux, du trafic, etc. Ou quand même, ça a vachement baissé voilà. parce que tu produis plus? Bon, après, c'est par petit rush, tu vois. Et quand j'ai un peu de temps libre, bam, j'enregistre voilà, plein de vidéos à la suite et après, j'essaie de publier. Mais en fait, j'ai tellement de trucs. Et c'est là où, bah, justement, j'ai commencé. C'est pour ça maintenant, il y a Gaëtan, enfin, il y a des personnes qui mettent dessus maintenant, qui commencent, enfin, qui mettent dessus pour justement, on va essayer de restructurer ça, faire tout un plan de contenu. Enfin, clairement, enfin, au début, c'était assez facile parce qu'en fait, je faisais enfin, essentiellement ça et voilà, mais et je comprenais pas pourquoi les. En fait, c'est ça le truc, je comprenais pas pourquoi les grosses boîtes SaaS, je me disais putain, mais ils ont que 600 abonnés, 300 abonnés, mais genre, c'est des boîtes qui gagnent des millions. Je me suis dit, mais comment c'est possible? C'est pas possible. Comment ça se... Et en fait, j'ai compris, mais en fait, parce qu'il y a tellement de trucs à faire à côté. Moi, je me rendais pas compte voilà, enfin, tout ce qu'il y a à faire quand tu crées une boîte SaaS, tout ce qu'il faut gérer, machin. Enfin, C'est assez marrant ce que tu dis. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue. Un gars je me disais, mais c'est marrant, telle boîte, alors je sais plus ce que c'était. Je me dis, ils sont aux US, mais on les voit pas du tout en Europe, tu vois. Pourtant, ça fait 10 ans qu'ils existent et on les voit pas. Et on m'avait expliqué, on m'a dit, mais en fait, c'est tellement dur déjà de croître et de te développer et pas de te faire bouffer sur ton marché d'origine
que avant d'envisager de te mettre ailleurs, ça prend une décennie, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gars préfèrent souvent vendre les droits de distribution à l'étranger parce qu'ils ont envie d'être sur ce marché, mais tout en passant la main de tout ce que ça implique à quelqu'un d'autre, en fait. C'est assez marrant. Je sais pas, c'est contre-intuitif, en fait, quand t'es pas dedans. Tu te dis, mais Ouais. c'est partout, faut développer, vas-y, parle international. Non, mais attends, calme-toi, calme-toi. Tu sais pas ce que ça veut dire de faire ça. Ouais, bah après, ouais, après, franchement, si t'as la grosse équipe, etc., ça peut se faire, mais après, C'est compliqué, quand même. compliqué quand même, hein. C'est Ouais. compliqué. C'est quoi les gros échecs? Alors, tu parlais tout à l'heure, c'est d'avoir laissé 1 million sur la table en combien de temps d'ailleurs? T'as fait le Bah, calcul depuis le début, quoi. Depuis le début, c'est-à-dire 2000 quoi, 2015, ouais, 2016? ouais, depuis que j'ai commencé, quoi. À peu près, en gros, depuis ouais, 2000, 2015 quoi, parce que ouais, 2014 c'est le premier 2015, ouais. appart. Ouais. 2015 par là, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, quand on dit qu'une startup ça crame du cash, ça déconne pas quoi. Bah, ouais, quand je regarde les chiffres qui parlent. Bon, pourtant, bon, tu m'aurais dit qu'en 2015, j'aurais laissé comme ça, voilà, cette somme, j'aurais pas cru, quoi. T'es Mais, malade ou quoi? mais c'est un mot impossible, machin, mais Ouais. en fait, c'est comme l'argent, tu vois, qui part comme ça. C'est comme s'il y avait Comme le mec, comme la CB dans le mois, c'est le mec qui regarde ouais, pas, voilà. il Il a une achète du coupe. Uber Eats et puis quand il regarde son relevé de compte qui fait c'est filtré par Uber Eats, il voit 300 balles. Il dit ah ouais quand même. Ah ouais non je pensais pas, je pensais que j'avais dépensé 50 balles. Ah, ok. Ça va vite, hein, Ouais. franchement. Et je comprends pourquoi il y a les trucs récurrents avec les abos. Parce que franchement, avec tout ce que tu dépenses par mois, s'il n'y a pas un truc récurrent, tu es stressé. Parce que moi, il y a eu une époque où, voilà, au démarrage, etc., bah, il faut injecter. Du coup, en fait, c'était moi qui ramais, entre guillemets, à bah, voilà, essayer de créer des offres, des formations, etc., parce que l'abonnement ne suffisait pas pour couvrir toutes les charges, tu vois. Ouais. Du coup, chaque mois, bah, c'est un peu le stress. Bon, après, j'avoue, je stressais pas forcément parce que j'avais confiance, mais on n'est pas trop serein quand même, tu vois. Ouais, quand tu dis que la boîte crame, je sais pas, 2, 3, 5, 10 000 € par mois et que derrière, tes abos te rentrent que la moitié de cette somme, tu dis, putain, faut boucler le budget tous les mois, quoi, entre guillemets. Ouais, voilà. Il faut. En gros, ça dépend ça dépend fortement de toi, ta capacité à aller chercher du chiffre d'affaires, alors qu'un modèle en mode bah, abonnement ou outil, bah, c'est beaucoup plus stable et tu peux vraiment construire quelque chose de solide et périn avec ça, tu vois. Mm. Donc, au niveau des gros échecs, à part ce que tu as expliqué tout à l'heure, qu'est-ce que tu as eu d'autre comme difficulté ou comme problème dans le parcours? Bah, moi, je dirais, vu que j'étais geek, tout ce qui est relations sociales, voilà. Donc du coup, en fait, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, c'est moi qui passais des entretiens, et là, c'est moi qui devais faire passer des entretiens, qui devait, voilà, challenger les gens, qui devait bah, terminer avec eux. Pourtant, quand on te voit, tu sembles en vidéo, tu parais hyper sociable comme garçon, tu vois. Et on se dit pas, enfin, j'imagine pas que tu aies un problème, que Non, tu bah, après, ça, un syndrome d'autisme Asperger, tu vois. J'ai pas l'impression que non, mais disons que moi, j'aime bien être tranquille sur en l'ordi. chaussettes, voilà, en chaussettes devant l'ordi, tranquille. Et puis, mais je peux discuter, etc. Je suis pas insociable, tu vois. Je fais des séminaires, mais tout ça, ça s'est construit petit à petit, tu vois. Mais franchement, entre aller en soirée dans un bar, machin, et rester chez moi tranquille, je préfère rester chez moi tranquille, tu vois. On a du mal à te sortir, quoi. Ouais, voilà. Tu trouves des prétextes, quoi. Pour ceux qui Franchement, connaissent maths, la pour ceux qui vérité, connaissent maths et qui vous plantent la soirée, bah maintenant, vous connaîtrez la vérité. ouais, j'avoue, je suis un peu casanier. Je suis un peu casanier, quoi. Ouais. Après, bon, Et si c'est les pour gens, ça que, tu vois, à l'époque, je m'étais mis à la salsa ou ce genre de truc, tu vois, pour essayer de de casser le truc, quoi. ouais, casser le truc, tu vois. De te forcer à sortir de ta zone de confort. Exactement, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc.
Euh, Ta situation personnelle, c'est quoi? Aujourd'hui, t'es en couple, t'as des enfants, parce que Ouais, ça, moi je ça suis en aussi. couple, hein. Je suis en couple et puis ça, voilà, Pas d'enfants? Pas d'enfants, non, du coup? non, pas d'enfant, ouais. Pas Pas encore. pour, pas pour l'instant, ouais. Pas Pas pour pour l'instant. l'instant. T'as déjà un bébé, c'est super haute, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'envisage là de créer une famille, voilà, sous peu. Enfin, Ouais, ouais. C'est dans les projets, quoi. C'est voilà, dans les cartons. exactement. Ça marche. Euh, donc, du coup, là, t'as continué ou pas? Alors, parce que ça, c'est le gros projet qui prend un temps phénoménal. T'as continué d'autres choses à côté? T'as fait de l'investissement IMO, t'as continué, crypto, bourse, etc. Ou t'es vraiment resté focus là-dessus? Bah après, j'ai créé une société IMO pour faire un peu de sous-location. Mais après, en gros, enfin, Super Road, ça me prend tellement de temps que, en gros, par rapport à mon objectif, je me suis dit, ouais, on peut pas Tu peux pas faire courir deux 36 lièvres à la fois, ouais. ouais, de lièvres à la fois. Donc, je me suis dit, on va faire focus à fond dessus. Et en plus, la réalité, c'est que, enfin, entre une startup que tu développes à l'international, en gros, moi, la stratégie que j'ai eue, c'est ça. En fait, j'avais deux options. Soit je faisais comme tout le monde, j'achète des biens, etc. Mais je vais en acheter quoi? Allez, un, deux par an. Bon, ok, je peux acheter des immeubles ou autre. Mais tu vois, enfin, c'est pas Pas exponentiel. scalable, ouais. Hmm. Voilà, c'est pas scalable. Alors que je me suis dit, si je monte Super Haute, voilà, là, c'est une boîte à plusieurs millions, etc. Là, c'est pas un immeuble par an que j'achète, ça, c'est un immeuble par semaine, tu vois. Boum! Et je me suis dit, en fait, Il après, va pas nous le faire, il va pas nous le faire, il va pas nous faire boum. c'est plus compliqué à faire, je pense, mais le reward derrière, je me suis dit, en gros, ce que je voulais faire, c'est que avec les gains de Superhot, c'est un peu comme ce qu'il fait Grant Cardone aux États-Unis, bah, tous ces gains, il les réinjecte dans l'IMO, en fait. Moi, c'est ce que je voulais faire, en fait. Et plutôt que essayer d'acheter un ou deux immeubles peut-être par an, bah là, c'est tu vois, un ou deux immeubles par semaine, tu vois, tellement ça va générer de cash, tu vois. Donc, c'est pour ça que alors, on essaie de mettre tout ça en place. Et puis, même au-delà de ça, pourquoi je fais ça? C'est Superhot, pour moi, c'est un prétexte pour, entre guillemets, moi m'élever personnellement, me dépasser, créer ma légende, entre guillemets, faire en sorte que moi, je puisse m'inspirer moi-même et de fil en aiguille, inspirer ma famille, mes enfants, d'autres personnes qui étaient peut-être comme moi au début et montrer que voilà, c'est possible, tu peux t'en sortir. Il faut juste que voilà, tu fasses le travail, tu fasses ce qu'il y a à faire, que tu rencontres les bonnes personnes. Et puis voilà quoi. Super. Euh, Au niveau de, tu nous disais, t'étais quand même assez désorganisé, assez bordélique. Et j'imagine que ça s'est quand même considérablement amélioré par nécessité. T'as mis en place des routines de travail, t'as mis en place des choses en particulier ou pas? Bon, après, je suis toujours un peu désorganisé, quoi, mais pour dire la vérité, mais moins. C'est-à-dire que Tu te soignes, quoi. voilà, je me soigne dans le sens où, vu que maintenant j'ai pris conscience que j'ai des responsabilités, je peux pas me permettre de faire comme avant. Parce qu'en gros, avant, je me disais, bon, c'est bon, ça passe. Moi, on m'appelait Monsieur Ça passe, tu vois. C'est-à-dire que même je fais le truc à la dernière minute, c'est bon, ça passe, les gars, là, ça passe tranquille, tranquille. Et du coup, j'ai dû corriger ça parce que, enfin, les gens avec qui je travaillais, ils devenaient fous, quoi. Ils disaient, putain, enfin, en gros ça générait trop de stress pour eux. Et du coup, j'ai dû, moi, m'adapter pour voilà, faire, on va dire, bien m'organiser. Donc, concrètement, en termes de routine, j'essaie de me lever tôt. Donc, je me lève à 5 heures du mat. Après, en gros, je fais ce que j'ai à faire. Donc, je revois un peu ma vision. Après, je travaille sur les tâches qui sont importantes. Je vais à la salle de sport. Je reviens. Je fais l'école avec l'équipe. Tu vois, vers 9h, 9h30. Et puis ensuite, le matin, je commence à bosser. Et ensuite, l'après-midi, c'est dédié aux clients. Donc, je les contacte, aux appels, éventuellement des trucs avec l'équipe. Donc, voilà en gros comment je m'organise. Après, les outils que j'utilise au quotidien, j'utilise ClickUp pour gérer tout ce qui est tâches, un peu comme un Trello ou un Asana ou un Monday.com ou autre, mais c'est un peu plus évolué, je trouve. Et en gros, toutes les tâches sont dedans. Et puis, voilà, on avance comme ça, quoi. Ok.
au niveau des livres ou des choses qui t'inspirent ou des contenus qui t'inspirent, il y a des choses que tu peux partager avec nous? Ouais, moi j'aime bien Russell Brunson en marketing. Donc toute la trilogie là, Expert Secret enfin tous ces livres de marketing, ça j'aime bien. Après j'écoute beaucoup d'audio un peu dev perso, tu vois. Dev perso. Et Tu puis penses à quoi? après je pense comment ça s'appelle les 7 habitudes des gens là qui deviennent riches. Enfin, tu vois les classiques, tu vois. Ouais. Père riche, père pauvre, etc. Enfin, T'écoutes ça en audio du coup? ouais, j'écoute ça en audio. Et en gros, tu vois, le midi, par exemple, moi, je vais me faire une petite marche, tu vois. Après avoir mangé, je vais aller faire ma petite marche là, de 30-45 minutes. Je reviens et puis en gros, j'ai mon petit audio dans la tête, tu vois. Ça permet d'apaiser mon esprit, de penser à autre chose, faire travailler le subconscient pour ensuite, enchaîner, trouver des nouvelles idées, etc., tu vois. Et après, je suis pas vraiment un bon gestionnaire. Donc après, j'essaie de me former. Puis on m'avait offert ce livre, tu vois, qui est là. Ça s'appelle Profit First. Et en fait, l'idée, c'est en gros comment tu peux optimiser tes finances. Et en gros, lui, ce qu'il dit, lui, dans ce livre, je trouvais ça intéressant, c'est qu'en gros, en général, c'est comme, en gros, j'avais les mêmes mécanismes que quand j'étais salarié, c'est-à-dire que dès que j'avais mon salaire, bon, je dépensais des trucs, etc. Tu vois. Alors lui, ce qu'il dit, c'est d'abord, tu mets tout ça dans un compte profit. Après, tu as un compte dédié pour les impôts, un autre compte pour l'équipe, pour le marketing. Et au moins, comme ça, à la fin de l'année, tout est bien organisé et tu peux vraiment tout bien piloter. Tu vois. Le fait de faire ça, j'ai vraiment vu la différence sur, en gros, si en monitorant bien toutes les dépenses, en organisant tout, en vraiment suivant à la lettre, le business, il se porte beaucoup mieux, tu vois. Donc lui, c'est à Profit First de Mike Michalowicz. On mettra dans les crédits de l'épisode le livre qui t'a le plus marqué, le plus inspiré du coup. Il y en a un ou pas? Celui que t'offres aux gens pour les réveiller ou pour les inspirer ou quelque chose comme ça. Il y a la Bible ou pas? Franchement, ou le premier par lequel tu as commencé, par lequel celui qui a été la première boule de neige? Un livre qui m'a marqué. Après, ça dépend. Moi, un livre qui m'a vraiment marqué, c'est Expert Secret de Russell Brunson, où lui il te dit en fait dedans justement comment créer une boîte, comment te différencier de la concurrence, comment créer un mouvement. Et ça, je pense que c'est vraiment le socle de tout business, tu vois. Que tu aies un business physique, en ligne, ou même dans l'immobilier, c'est important d'appliquer ces conseils marketing, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un livre qui m'a marqué, ouais, qui m'a marqué. Super. Expert Secret de Russell Brunson. Super. Eh ben, écoute, Mathieu, l'épisode arrive à sa fin. Je te remercie infiniment pour ton partage et ton temps. Et puis, n'hésite pas à revenir vers nous pour nous raconter les évolutions de Superhôte et des nouvelles aventures. Tu nous fais un petit boom pour la fin? Allez, boum! Boum! L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisé. C'est simple,
Il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com.